Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous assistons aux dernières images de 5 personnes différentes dévorées vivantes par des animaux. D'un tigre surgissant des roseaux inondés par la mousson à une troupe de lions se nourrissant d'un guide de safari au Serengeti. Mais notre première histoire commence avec un enfant curieux de 4 ans menant aux prédateurs les plus intrépides et féroces d'Afrique. C'était le 3 septembre 2013 à la périphérie de Polokwane, dans le nord de l'Afrique du Sud, où une petite école maternelle se trouvait au bord d'une broussaille ouverte. La tempête de la nuit précédente avait laissé le sol humide et l'air lourd, créant une immobilité qui semblerait plus tard comme un avertissement que les adultes avaient manqué. Talon Muro, âgé de 4 ans, était connu parmi sa famille et ses enseignants pour sa grande curiosité envers les animaux et sa tendance à se diriger vers tout ce qui bougeait. Son père travaillait de longues heures comme mécanicien et sa mère était assistante de classe dans une école primaire voisine. Il n'était à la maternelle que depuis quelques mois et le personnel avait déjà remarqué qu'il se dirigeait vers les coins éloignés de l'aire de jeu pendant le temps à l'extérieur. Ses parents l'avaient inscrit là-bas parce que c'était près de chez eux et que l'école avait la réputation d'une supervision structurée. Ce matin-là, il était arrivé plus tôt que d'habitude parce que sa mère devait commencer un service à l'école primaire. Les enseignants l'avaient vu jeter des regards répétés vers la section de clôture pliée, mais n'y avaient pas prêté attention, supposant qu'il suivait simplement des oiseaux se réfugiant après la tempête. La clôture endommagée avait été notée lors de l'inspection du matin, mais le personnel avait décidé de la signaler après les cours, estimant qu'elle ne présentait aucun risque immédiat. Au-delà de la clôture, la végétation dégageait plus de parfums et de mouvements après la pluie, et le vent portait l'odeur terreuse du sol mouillé. La zone était depuis longtemps connue pour attirer de petits carnivores cherchant des insectes ou un abri pour se reposer. Les ratels dans cette région pesaient généralement entre 20 et 30 livres, bas sur le sol avec des membres antérieurs forts, une peau lâche et des mâchoires puissantes capables d'appliquer une pression de morsure concentrée. Ils étaient connus pour leurs réactions agressives lorsqu'ils étaient acculés ou défendaient leur territoire, et les couples reproducteurs restaient parfois ensemble pendant les périodes d'élevage. Mais les attaques coordonnées contre les humains étaient extrêmement rares. Leur stratégie défensive reposait sur des poussées rapides de force, des morsures répétées et une persistance inébranlable jusqu'à ce qu'une menace recule. Pendant le jeu libre, les enseignants se concentraient sur la cour centrale où la plupart des enfants se rassemblaient autour des balançoires et d'une structure d'escalade en plastique. Ils ne remarquèrent pas immédiatement lorsque Talon se faufila à travers l'étroite ouverture dans la clôture pour suivre les oiseaux qui avaient sauté le long des broussailles. Les images de vidéosurveillance l'ont ensuite montré marchant vers les broussailles avec des palans et concentré, s'arrêtant une fois pour regarder en arrière avant de continuer. Un léger mouvement apparut dans la végétation quelques secondes avant qu'il ne l'atteigne, un blaireau émergeant brièvement de sa cachette. Les images ont capturé le moment où le ratel a réagi de manière défensive. Il s'est précipité vers l'espace ouvert où se tenait Talon, percevant probablement le mouvement soudain comme une menace. Le blaireau a frappé, projetant son corps contre son flanc et le renversant sur le sol humide. Dans l'enregistrement, ses bras se sont agités vers le haut lorsqu'il a touché le sol. L'animal s'est agrippé à sa jambe droite inférieure, utilisant des morsures rapides et puissantes plutôt qu'un traînage soutenu. Ses mouvements étaient frénétiques, les jambes donnant des coups de pied et les mains appuyant sur le sol alors qu'il essayait de se dégager. L'audio a capturé un cri aigu et bref qui s'est transformé en sanglots paniqués alors qu'il se retournait sur le ventre, essayant de ramper hors de sa portée. Une enseignante, alertée par les cris, est entrée dans le cadre quelques secondes plus tard. Elle est apparue en criant, les bras tendus pour tenter d'effrayer l'animal. Elle a saisi une chaise en plastique du bac à sable et l'a lancée vers lui. Elle a rebondi sur le sol à proximité, provoquant seulement une brève pause. Le blaireau, toujours sur la défensive plutôt que prédateur, continua de mordre la jambe brièvement avant de reculer légèrement. L'enseignante continua de crier, s'approchant, mais gardant une distance prudente. Un autre membre du personnel arriva avec un râteau en métal du cabanon de jardin. Il le balança vers le blaireau avec force, frappant le sol près de lui jusqu'à ce qu'il recule dans les buissons. Les images montraient Talon allongé immobile sur le côté, son corps partiellement recroquevillé avec de graves morsures à la jambe et des perforations mineures à l'avant-bras et à l'épaule. Du sang s'était accumulé sous lui. Le personnel l'a soulevé, reconnaissant immédiatement la gravité des blessures et a appelé à l'aide. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, mais la morsure à sa jambe avait causé une perte de sang catastrophique et la réanimation n'était pas possible en raison de l'exsanguination rapide. Les autorités de la faune ont localisé le blaireau cet après-midi-là en utilisant des équipes de suivi et des pièges à cages. Après un examen vétérinaire n'ayant révélé aucun signe de maladie, il a été relâché à plusieurs kilomètres dans une zone protégée. Une cérémonie commémorative a eu lieu discrètement pour Talon dans son village natal, en présence de la famille, des voisins et du personnel qui avaient assisté aux derniers moments mais n'avaient pas pu changer l'issue. Alors que la tragédie de la maternelle montrait à quelle vitesse les prédateurs peuvent transformer la curiosité innocente d'un enfant en catastrophe, au Bengale occidental, un agriculteur s'aventurerait dans les hautes herbes sans savoir qu'un tigre déplacé l'observait déjà depuis l'ombre.
C'était le 17 août 2015, dans les faubourgs bas d'un village agricole au Bengale occidental, où les eaux de la mousson avaient remodelé les rives en canaux instables. Maroun Cade, 52 ans, avait passé sa vie à cultiver le riz et le jute sur des parcelles transmises par sa famille. Il était connu pour se lever avant l'aube et suivre des routines prévisibles. Bien qu'il prenne rarement des risques, il avait l'habitude de supposer que la faune gardait ses distances des champs cultivés, même lorsque les voisins conseillaient la prudence. Il a rejoint une petite coopérative agricole locale qui exigeait que les membres documentent les dommages aux cultures pour les rapports saisonniers et il prenait cette responsabilité au sérieux. Sa petite caméra portative, achetée d'occasion à Kolkata, était devenue un outil qu'il utilisait pour fournir à la coopérative des enregistrements précis des inondations et de l'érosion. Ce matin-là, il est parti filmer des sections de berges emportées le long de la rivière. De fortes pluies avaient noyé des parties des champs et il a mentionné à ses collègues qu'il voulait des images claires pour montrer l'étendue de la perte de sol et de l'accumulation de limon. Il avait prévu de marcher seulement le long du chemin surélevé, mais l'eau s'était suffisamment retirée pour exposer des portions submergées des bords extérieurs. Il croyait que le bétail pouvait être emporté par les courants et voulait agir rapidement. Le décor était une vaste étendue de roseaux, certains dépassant 8 pieds de haut. Au-delà, la rivière coulait peu profonde mais rapide, transportant des débris des villages en amont. Les tigres du Bengale dans cette région pouvaient peser jusqu'à 570 livres, les mâles atteignant 8 à 9 pieds du museau à la queue. Ils évitaient généralement les gens, mais étaient connus pour se rapprocher des villages lors des inondations quand les proies étaient rares ou les corridors bloqués. Leur attaque reposait sur une approche silencieuse, une accélération pouvant atteindre 56 km/h sur de courtes distances et une morsure écrasante au cou ou à la poitrine visant à immobiliser rapidement la proie. Les roseaux offraient une couverture idéale masquant à la fois le son et le mouvement. Les jours précédents, 2 familles avaient signalé avoir entendu des grognements sourds près de la rive la nuit, mais personne n'avait vu l'animal responsable. Un berger a mentionné des traces de traînées fraîches près des roseaux où une de ses chèvres avait disparu. Les gardes forestiers avaient diffusé un avis général de rester à l'écart de la végétation haute jusqu'à ce que les eaux se retirent. Maroun avait entendu les avertissements, mais supposait qu'ils concernaient les zones plus profondes dans la forêt, pas les bordures des terres agricoles. Ces images commencèrent par une narration stable sur l'effondrement du sol et la perte de récolte. La caméra montrait des sections de racines exposées où les murs de la berge s'étaient érodés. Il avançait lentement, posant chaque pas avec précaution sur le sol ramolli. En s'approchant d'un dense bouquet de roseaux, il s'arrêta et les tapota avec un bâton fin pour mesurer la profondeur de l'eau. Les roseaux bougèrent légèrement, mais le mouvement semblait cohérent avec le vent. Derrière lui, 2 villageois marchant sur un chemin plus sec remarquèrent sa position et hésitèrent, conscients des avertissements qui avaient circulé. L'attaque commença par un bruissement soudain et intense qui émanait du fond des roseaux. Le son fut enregistré clairement, net, abrupt, suivi d'un bruit sourd. Le tigre surgit de sa cachette dans un bond en avant. Ses pattes avant étaient étendues et sa tête basse. La caméra n'a capturé qu'une vague floue d'orange et de noir avant que l'impact ne renverse Maroun en arrière, la majeure partie de l'attaque étant rapidement obscurcie par les roseaux. Plus tard, les villageois ont décrit avoir vu les épaules du tigre se contracter alors qu'il se jetait sur lui de tout son poids, les envoyant tous deux dans la boue. La caméra est tombée de côté, atterrissant en biais, ne montrant qu'une partie de la scène, les roseaux se balançant violemment et des traînées de couleurs passant devant l'objectif. L'audio a capté un court cri de surprise de Maroun avant que le tigre ne s'accroche à sa poitrine et ne le traîne hors du cadre. La compression a forcé l'air de ses poumons avec une expiration audible. Le tigre a immédiatement tiré Maroun dans des roseaux plus épais avec une alimentation ultérieure hors de vue de la caméra. Les villageois, à environ 40 yards de distance, se sont arrêtés et ont reculé sur le talus. Ils ont rapporté avoir entendu un grondement bas et soutenu mêlé au bruit des roseaux qui se cassaient. Un homme a tenté de crier pour Maroun, mais la végétation bloquait la visibilité. Il ne pouvait pas voir le tigre clairement, seulement des aperçus de fourrure orange à travers les roseaux denses. Les villageois ont couru vers le sentier principal pour alerter les gardes forestiers qui sont arrivés près d'1 heure plus tard. Lorsque les gardes sont entrés dans le lit de roseaux, Maroun et le tigre avaient disparu. Des traces de traînées et des motifs de sang montraient le chemin pris plus profondément dans la végétation. Les chercheurs ont suivi la piste mais l'ont perdu là où les roseaux s'élargissaient en une dépression inondée. 2 jours plus tard, des restes partiels de squelettes et de tissus mous ont été trouvés sur une parcelle de sol surélevée près de la lisière de la forêt, conformément au comportement connu de cache des tigres. L'incident n'a été mentionné que brièvement dans un journal régional de Kolkata, éclipsé par la couverture continue de la mousson. Le village a organisé une petite crémation au bord des champs à laquelle ont assisté discrètement la famille et les membres de la coopérative qui avaient vu Maroun documenter les dégâts même qu'il avait attirés dans les roseaux.
Pourtant, alors même que les roseaux inondés du Bengale occidental montraient comment des prédateurs déplacés transforment des paysages familiers en terrain de chasse, à Gansby, un homme pagaillerait seul dans les eaux froides, sa caméra sur le point d'enregistrer l'attaque prédatrice la plus explosive de l'océan. C'était le 4 juin 2016, juste après le lever du soleil au large de la côte rocheuse de Gansby, en Afrique du Sud, où la surface de la mer semblait calme, mais portait une lourdeur silencieuse qui laissait deviner un mouvement bien en dessous. Aaron Dahl, 27 ans, vivait dans un modeste appartement partagé à Hermanus et façonnait des planches de surf pour un petit magasin local. Son revenu était irrégulier, surtout pendant les mois d'hiver lorsque le tourisme ralentissait. Mais il était connu pour être diligent et prêt à accepter de petits travaux sur mesure que d'autres refusaient. Le surf était sa libération, une routine qu'il protégeait même lorsque le temps était compté. Il surfait rarement dans des endroits bondés, préférant des spots plus calmes où il pouvait tester des designs de planches. Récemment, il avait monté une caméra d'action étanche avec des fixations sécurisées sur le nez d'une planche de longueur moyenne pour évaluer comment les rails tenaient à différentes vitesses. Il prévoyait d'enregistrer quelques sessions, de revoir les images chez lui et de peaufiner un prototype qu'il espérait vendre avant la haute saison. Il n'était pas inexpérimenté. Il suivait les règles de base de sécurité en mer, vérifiait les tables des marées et les courants et évitait généralement les vents de terre qui créaient des conditions agitées. Mais il avait aussi tendance à supposer que le risque était constant sur les spots familiers. Gansby est connu pour la présence saisonnière de grands requins blancs le long des routes des phoques près du rivage et la signalisation locale conseillait la prudence. Pourtant, les surfeurs utilisaient souvent la zone lorsque les conditions étaient calmes. Les habitudes d'Aaron rendaient sa décision compréhensible. La visibilité semblait raisonnable, les vagues étaient lieu propre, et d'autres surfeurs étaient de partie parce qu'un changement de vent rendait leur pic préféré moins constant. Ils se concentraient sur les détails techniques de sa planche, pas sur les mouvements de la faune en dessous de lui. Les grands requins blancs dans cette région patrouillant souvent entre les lignes de varech dans les canaux plus profonds, utilisant l'eau sombre sous les surfeurs pour silhouetter les proies contre la surface. Ils peuvent dépasser 16 pieds de longueur, accélérer rapidement depuis le bas et utiliser le saut vertical comme tactique lorsqu'ils ciblent des phoques. Leur force de morsure est suffisamment puissante pour écraser des os et sectionner des membres. Et une fois engagés dans une attaque vers le haut, ils sortent souvent entièrement de l'eau avant de redescendre avec la proie dans leur mâchoire. Un poste du club de surf local et des panneaux de plage avaient averti d'une activité accrue dans les eaux plus froides aux premières heures du matin. Mais Aaron n'avait pas vérifié le poste. Il se fiait davantage aux cartes des vents et des houles qu'aux rapports sur la faune. Lorsqu'il est arrivé à la plage, il a vu 2 pêcheurs de bord de mer repositionner leur matériel loin de la section d'eau plus profonde, mais il a supposé qu'ils poursuivaient un courant différent. Il est entré dans l'eau, a pagaillé au-delà du premier lit de varech et s'est installé dans un rythme régulier vers la ligne extérieure. Ces images montraient une pagaie calme, des regards occasionnels vers l'horizon et la montée douce des vagues approchantes. Il s'est arrêté plusieurs fois, ajustant son angle pour attraper une ligne plus propre. La caméra n'a capturé rien d'inhabituel. Seulement de l'eau verte en dessous de lui et des cris de mouettes lointains, avec un léger vent de mer agitant la surface. Alors qu'il s'éloignait davantage, la surface se calma à nouveau. L'espacement des vagues augmenta et sa planche montait et descendait dans un mouvement lent et prévisible. Les pêcheurs à terre remarquèrent qu'il s'éloignait du principal point de rupture, mais ils continuèrent à surveiller leur ligne. L'attaque a commencé directement en dessous. Les images ont d'abord enregistré une ombre sombre se formant sous le nez de la planche, se déplaçant vers le haut avec une vitesse croissante. L'ombre s'est rapidement étendue, son contour s'élargissant et s'élevant. Le moment avant l'impact, la caméra a capturé la planche commençant à s'incliner alors que la pression de l'eau changeait en dessous. La frappe est venue comme une poussée verticale depuis les profondeurs. Le requin a frappé avec tout son élan, projetant sa tête et le haut de son corps hors de l'eau. Ses mâchoires se refermèrent autour du bras gauche et du milieu du torse d'Aaron, le soulevant complètement dans les airs. La force brisa la planche en deux au milieu, dispersant des fragments de fibres de verre et projetant une gerbe d'eau vers l'extérieur. La caméra, toujours attachée à la section avant cassée, a basculé en touchant la surface, s'inclinant juste assez pour enregistrer Aaron se faire entraîner vers le bas devant elle dans un panache rouge s'élargissant. Sous l'eau, les images montraient un mouvement turbulent, des sédiments qui montaient, des bulles et des éclairs intermittents du ventre pâle du requin. Le corps d'Aaron a été tiré latéralement alors que le requin secouait la tête, une technique de mise à mort documentée pour déchirer les tissus et incapaciter la proie. L'audio a capturé des bruits sourds étouffés et la turbulence de l'eau. Les pêcheurs ont rapporté avoir vu Aaron émerger brièvement à la surface, son bras droit s'agitant alors que le côté gauche de sa combinaison semblait déchirer le long de la couture de l'épaule. La deuxième immersion s'est produite en quelques secondes. Le requin a réattaqué par en dessous, le saisissant le long du torse. L'eau tourbillonnait en un motif circulaire alors qu'elle commençait à tourner étroitement, maintenant sa prise. La caméra a capturé le panache s'assombrissant et s'étalant en fine couche à la surface.
Le mouvement d'Aaron ralentit rapidement alors que le requin l'entraînait vers le bas, hors du cadre et dans le chenal plus profond. La caméra d'action continua d'enregistrer uniquement la surface après cela, montrant des débris de planches dérivant et la faible ondulation des courants s'éloignant. Les pêcheurs sont restés sur le rivage, incapables d'intervenir à une telle distance, et ils ont décrit avoir vu la nageoire dorsale passer une fois de plus avant de disparaître complètement. Les équipes de récupération, y compris les agents de sécurité maritime locaux et les plongeurs de la garde côtière du Cap Occidental, ont retrouvé le corps d'Aaron plusieurs heures plus tard dans un canal voisin, encore identifiable par la combinaison déchirée et la caméra d'action montée. Le corps a été ramené à terre selon les protocoles standards de récupération marine et les autorités ont confirmé le décès par morsure catastrophique de grands requins blancs avec un traumatisme massif des tissus mous et une amputation partielle d'un membre. Des fragments de sa planche et de sa caméra ont été collectés comme preuve. Le tronçon a été temporairement fermé aux surfeurs et les autorités ont émis des avis de routine citant des dangers de requins sans nommer l'espèce exacte. La famille d'Aaron et plusieurs fabricants de planches ont organisé une commémoration discrète sur le rivage le soir suivant, plaçant l'une de ces planches inachevées à la ligne de marée haute avant que les vagues ne l'emportent. La mort d'Aaron a démontré la capacité de l'océan à mener des embuscades soudaines et dévastatrices. Pendant ce temps, en Australie, un pêcheur de crabes se penchait sur son bateau pour vérifier les lignes de piège quelques secondes avant qu'un roulet mortel ne l'entraîne dans les profondeurs. C'était le 12 août 2017 sur un tronçon isolé de l'embouchure d'une rivière près de l'île Melville dans le territoire du nord de l'Australie. Les marées étaient de haute et le tourbillon occasionnel de boue le long de l'estuaire laissait deviner de forts courants et des bancs de sable submergés juste sous la surface. Devin Ware, 44 ans, avait passé la majeure partie de sa vie adulte comme pêcheur de crabes saisonnier le long des côtes et des embouchures de rivières du territoire du Nord. Né sur les îles Tiwi, il s'était forgé une réputation de travailler seul pour maximiser l'efficacité du placement des pièges et réduire les interférences des autres pêcheurs. Ses journées commençaient avant l'aube et il surveillait chaque piège personnellement, ajustant le placement et les lignes si nécessaire. Malgré de longues heures, il maintenait une attention stricte aux détails, surtout lorsqu'il vérifiait l'enchevêtrement des pièges ou les premiers signes d'interférence de la faune, comme des marques de griffes ou des appâts dérangés. Ce matin-là, son objectif était d'inspecter un groupe de casiers à crabes qu'il avait installé la nuit précédente, enregistrant la session avec une petite caméra de type GoPro montée sur la poitrine pour documenter les conditions pour une révision ultérieure. Il ne portait que l'équipement essentiel, des gants en cuir, un crochet court et un treuil manuel pour soulever les pièges. Des amis le mettaient parfois en garde contre le travail en solitaire pendant les marées hautes ou les signalements de grands crocodiles marins fréquentant les canaux voisins. Davin respectait généralement ses conseils, mais faisait aussi confiance à son expérience, notant que la prudence devait être équilibrée avec la productivité. Les crocodiles marins dans cette région dépassent régulièrement 15 pieds, peuvent accélérer à partir de l'arrêt sur quelques mètres et possèdent une force de morsure suffisante pour écraser des côtes, fracturer des membres et sectionner des tissus musculaires. Ce sont des chasseurs embusqués, restant souvent immobiles dans l'eau trouble ou dans des canaux partiellement submergés, frappant avec une vitesse explosive lorsque la proie entre dans leur zone d'attaque. Davin avançait lentement vers ses pièges, gardant son bateau aligné avec le chenal navigable le plus profond pour éviter de s'accrocher aux bancs de boue submergés et aux débris coulés. La matinée restait calme, à part les appels occasionnels des martins-pêcheurs et le bourdonnement lointain des moteurs hors bord sur d'autres tronçons de la rivière. Davin a positionné le bateau à côté d'un groupe de pièges, se penchant sur le bord pour vérifier les lignes. Ses mains gantées ont brossé la boue des cordes tandis qu'il stabilisait le petit bateau en tôle de style skiff. La caméra a capturé un mouvement subtil sous la boue, une ombre passant sous la coque, mais il a continué, inconscient. Une soudaine poussée a éclaté sous la surface. En une fraction de seconde, un énorme crocodile marin mâle s'élança vers le haut, ses mâchoires s'ouvrant grand et se refermant sur son avant-bras gauche et sa cage thoracique supérieure. L'impact fit basculer violemment le bateau et Davin fut projeté par-dessus bord instantanément. La caméra, toujours attachée à son harnais de poitrine, s'inclina de manière chaotique, enregistrant la première éclaboussure et le déplacement soudain de l'eau boueuse et du limon lorsqu'il frappa la rivière. L'audio sous-marin a enregistré des bruits étouffés de lutte, le violent remous de limon et le craquement audible d'un os alors que le crocodile exécutait un roulé de la mort, une manœuvre prédatrice conçue pour désorienter et déchiqueter la proie. Ses mains gantées s'agitaient, rencontrant la résistance de la pression énorme des mâchoires de la créature. La force le tirait continuellement sous l'eau, ses membres se tordant de manière anormale. Au-dessus de la surface, le deuxième pêcheur, situé à environ 93 yards, a rapporté avoir vu le crocodile émerger brièvement avec un torse humain dans ses mâchoires avant de replonger. L'eau tourbillonnait en cercle concentrique alors que le prédateur manipulait sa proie vers des canaux plus profonds, ne laissant que le piège renversé et l'appareil photo de Davin flottant dans le courant. Les tentatives d'intervention depuis le bateau éloigné étaient impossibles en raison de la soudaineté de l'attaque et du fort courant de la rivière, et tout ce que les pêcheurs pouvaient faire était d'appeler à l'aide.
Les équipes de récupération ont ensuite documenté que l'animal avait traîné sa proie dans un chenal profond, un comportement cohérent avec les habitudes alimentaires territoriales et la létalité des crocodiles marins adultes pleinement développés. Les officiers sont arrivés dans l'heure qui a suivi le rapport initial, localisant le bateau, les lignes de piège et la caméra peu après l'événement, confirmant la brutalité de l'attaque. Le lendemain, des plongeurs ont localisé des restes partiels dans des eaux moins profondes, près d'un banc de sable, récupérant le torse et un bras de Davin, tandis que d'autres parties étaient emportées plus loin par le courant. Ceux-ci ont été transportés à terre, où l'identification a été confirmée grâce à des effets personnels et des dossiers dentaires. 3 jours plus tard, les services des parcs et de la faune ont suivi et euthanasié de manière humaine un crocodile marin mâle adulte de 15 pieds dans les environs. L'examen a révélé des restes humains dans son estomac, confirmant l'identification. La famille de Davin a opté pour une cérémonie privée sur les îles Tiwi, organisant une cérémonie discrète qui respectait la tradition locale. Son matériel de pêche et sa caméra montée sur la poitrine sont restés entre les mains des autorités comme preuve, rappelant la portée du prédateur de sommet dans son habitat naturel. Le roulé de la mort du crocodile a prouvé que même les pêcheurs expérimentés ne sont pas de taille face aux prédateurs embusqués préhistoriques. Et à la frontière du Serengeti, l'approche silencieuse d'une lionne était sur le point de transformer l'inspection mécanique d'un guide en frénésie alimentaire. C'était le 9 octobre 2018, près de la bordure nord du Serengeti, sur un tronçon isolé de pistes bordées de hautes herbes et de bosquets d'acacias épars. Les sons portaient exceptionnellement loin dans l'air immobile et humide du soir, et les ombres s'étiraient sur la boue, suggérant à la fois calme et danger latent. Kalem Bonari, 36 ans, était un guide de safari local réputé pour ses compétences mécaniques et sa débrouillardise. Employé par une modeste agence de voyage à petit budget, il effectuait régulièrement des réparations mineures, des inspections de véhicules et de la documentation sur la flotte de Land Cruiser utilisée pour les safaris prolongés. Il avait grandi aux abords du parc, apprenant le terrain et le comportement des animaux auprès de membres de sa famille et de guides expérimentés. Kalem était prudent et observateur, mais son travail nécessitait de naviguer parmi des risques inhérents que la plupart éviteraient. Ce soir-là, il portait une petite caméra portative pour documenter les problèmes de suspension du véhicule et l'alignement du châssis avec l'intention de les revoir plus tard pour des notes d'entretien. Revenant seul à un véhicule après avoir raccompagné les touristes au camp à pied, il se disait que le bourdonnement du générateur et les lumières proches décourageraient les prédateurs. Il se déplaçait délibérément, faisant le tour du véhicule pour inspecter les essieux et l'intégrité du châssis, projecteur dans une main, caméra dans l'autre. Ses décisions étaient méthodiques, se penchant pour mesurer les angles, murmurant des notes et ajustant sa position pour des prises de vue plus claires. Seul dans la savane crépusculaire, la familiarité de Calambe avec la région rendait les lions distants, bien que les odeurs résiduelles et les sons des animaux nocturnes suggéraient la prudence. Les lions de cette région sont des prédateurs embusqués, chassant souvent silencieusement le long des bordures de couverture, capables d'atteindre 56 km/h en courte rafale et de délivrer des morsures puissantes, suffisantes pour percer les cages thoraciques et déchirer les muscles. Une lionne, surtout lorsqu'elle défend son territoire ou traque une proie près du véhicule, peut s'approcher presque entièrement inaperçue dans l'herbe dense, se baissant et avançant avec patience avant de lancer une attaque décisive. Alors que Calambe ajustait la caméra pour de meilleurs angles et déplaçait le projecteur, l'herbe haute derrière lui bruissait d'un mouvement subtil, masqué par le murmure du vent. Des images ont ensuite montré Calambe accroupi, la caméra orientée vers le véhicule, lorsque la végétation s'est ouverte silencieusement. Une lionne apparut, tête basse, épaules tendues, avant de bondir en avant. La caméra fit un mouvement brusque, alors que l'impact le projetait en arrière, sous le châssis. L'audio captura le grondement, Calambe criant, et le bruit métallique du projecteur tombant au sol. La lionne s'agrippa à sa cuisse supérieure, puis se déplaça, mordant dans son abdomen. La caméra s'inclina, capturant des aperçus de boue, le châssis du véhicule et des éclairs de fourrure fauve au milieu des secousses violentes. La lionne le traîna partiellement hors du châssis, secouant et tordant avec des mouvements précis et courts pour désorienter et neutraliser. Un autre lion, probablement un mâle proche ou un subadulte de la troupe, a saisi son bras gauche, un comportement prédateur opportuniste typique lorsqu'un humain solitaire est présent. Les deux prédateurs se livraient à des mouvements de nourrissage coordonnés, une extension naturelle de leur comportement de chasse. La caméra a capturé des vêtements déchirés, des membres écartés et des rotations rapides du corps dans l'espace exigu. La scène n'a duré que quelques secondes en vidéo, mais a montré chaque mouvement, l'impact initial, les torsions, les secousses et la perte progressive de résistance humaine. Le personnel du camp, s'approchant avec des lampes de poche à environ 200 yards, a aperçu brièvement des fourrures fauves et des membres agités et a senti l'odeur métallique soudaine du sang dans l'air. Au moment où ils ont atteint le site, les deux lions se nourrissaient, traînant des parties du corps de Calambe hors du véhicule. Un seul coup de semonce dans les airs les fit battre en retraite, le laissant immobile dans la boue,
Un membre du personnel a immédiatement contacté le poste central par radio tandis que d'autres couraient vers la scène, criant à l'aide. Les intervenants ont récupéré le corps de Calambe, partiellement intact mais montrant un traumatisme catastrophique dû à de multiples morsures de lion, y compris des perforations profondes au torse et aux membres, cohérentes avec une prédation par un grand félin. L'identification a été confirmée grâce aux vêtements et aux effets personnels, et le corps a été transporté à la station de garde forestier la plus proche pour une documentation formelle et remise à la famille. Les Rangers ont suivi la troupe pendant plusieurs jours, mais ont déterminé que l'attaque était opportuniste, déclenchée par la présence soudaine d'un humain solitaire à portée. Aucun lion n'a été euthanasié, conformément à la politique de conservation de la faune dans le Serengeti. Un bulletin radio, en langue kiswahili, a brièvement rapporté le décès d'un guide près du camp, omettant les détails sur l'espèce prédatrice pour des raisons de sécurité et de sensibilité culturelle. La famille de Calambe a organisé un petit enterrement privé près d'Arusha, respectant la coutume locale et gardant la cérémonie discrète. Merci de votre attention. Si vous aimez ces histoires, cliquez ici.